Pour la première fois de son histoire, le Maroc va disputer les quarts de finale de la Coupe du Monde. Après avoir sorti l'Espagne, les Lions de l'Atlas peuvent-ils se défaire du Portugal? Analyse. Une vidéo du président de la Fédération camerounaise de football frappant un vidéaste a fait le buzz cette semaine. Mais qu'est-il arrivé à Samuel Eto'o? Décryptage. La France de Kylian Mbappé, l'Argentine de Lionel Messi, le Brésil de Neymar et l'Angleterre d'Harry Kane. Qui est le favori de cette 22e édition de la Coupe du Monde? Élément de réponse dans l'Hebdo du Mondial, épisode 4. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo du Mondial, épisode 4. Le Maroc est donc le seul rescapé africain en quart de finale de la Coupe du Monde. Les hommes de Walid Regragui font mieux que leurs aînés en 1986 en éliminant l'Espagne. Un véritable exploit qu'on va décortiquer tout au long de cette émission, notamment avec Mathieu Nicolas. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Ça va ? Ça va super. Bon, on a passé une très très belle semaine avec le Maroc qui, 12 ans après le Ghana en Afrique du Sud, participera donc à son tour au quart de finale de la Coupe du Monde. C'est à signaler, c'est important pour l'Afrique. C'est important, c'est la 4e équipe africaine qui va en quart, après le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. L'Afrique peut être fière du Maroc aujourd'hui. L'Espagne, c'est pas n'importe qui. C'est un match qui avait un petit peu une valeur de derby, mais bon, l'Espagne faisait partie des favoris après son premier match, on va dire. Oui, elle avait beaucoup impressionné pendant l'Euro l'année dernière. Et puis, forcément, un match où on gagne 7-0 en Coupe du Monde, on effraie un peu tout le monde. Mais au final, le Maroc a bataillé et a gagné ce match. Et oui, le Maroc qui n'était pas sorti des poules en 2018 alors qu'il était qualifié 20 ans après sa dernière participation. Notre envoyé spécial, Lassana Camara, y était. C'est direction Qatar. C'est fini, le Maroc vient de s'imposer devant l'Espagne, champion du monde en 2010. Le Maroc rentré, le Maroc est en quart de finale de la Coupe du Monde. Après le Cameroun, après le Sénégal, après le Ghana, une équipe africaine est en quart de finale. Le Maroc a été extraordinaire, grandiose pendant cette compétition. Ils ont tenu la trajectoire contre la Croatie, ils ont battu la Belgique, ils se sont offerts le scalp du Canada. Il a bien vécu le match, notre envoyé spécial Lassana Camara. C'est vrai que dans les tribunes, il y avait une super ambiance, mais pas seulement, au Maroc aussi, et puis dans toute l'Europe. Et oui, même à Paris, on l'a vu sur les champs, tout le monde était content pour le Maroc, c'était incroyable, les émotions, c'était fou. Bah, racontez-nous, parce qu'il y a des Marocains, des Marocaines dans la rédaction de TV Sud. Comment ça s'est passé big up à Skyna et Maria avec qui on regardait le match et elles étaient complètement folles, elles étaient trop contentes, c'était trop bien. Bon, le Maroc qui s'est donc défait de l'Espagne alors que les statistiques sur le match ne donnaient pas le Maroc gagnant, si on regarde bien. Si on regarde les chiffres au niveau de la possession, les Espagnols ont subtilisé le ballon pendant tout le match et puis ils ont fait plus de 1000 passes, c'était une Espagne qu'on a l'habitude de voir. Mais au final, est-ce que ça marche ? Pas forcément, pas tout le temps. C'est un vrai coup de force des hommes de Walid Regragui qui aurait, dans le jeu, Mathieu, quand même pu remporter ce match. Il y a eu des occasions, les occasions les plus nettes étaient pour le Maroc. Le Maroc aurait pu marquer 2, voire 3 buts, mais au final, ils sont bien ratés devant. C'est dommage, effectivement. Walid Chedira, qui a Walid eu Chedira, quelques effectivement, il aurait pu... Net, clairement. Il y en a une ou deux où il tire sur Unai Simon. Il faut s'appliquer devant le but, il faut s'appliquer. Il faudra s'appliquer contre le Portugal et on va y revenir évidemment. Mais avant cela, on va écouter le sélectionneur de cette équipe marocaine des Lions de l'Atlas, Walid Regragui. Je pense que je suis un entraîneur qui est assez cartésien. J'ai regardé les 20 derniers matchs de l'Espagne. Ils étaient pratiquement à 70% de possession. Et à un moment donné, nous, on a l'humilité de dire qu'on n'est pas encore la France, l'Angleterre, l'Allemagne, pour pouvoir rivaliser avec eux en termes de possession. Pas parce qu'on n'est pas capable, on a des joueurs aussi techniques, mais même si la France ou l'Allemagne ou l'Angleterre ou tous les pays contre qui ils ont joué avant, personne n'a réussi à leur confisquer le ballon. Donc comme je ne suis pas un magicien et j'invente rien, on a accepté qu'on n'allait pas avoir le ballon. Mais après, ne pas avoir le ballon aussi et subir comme ça 120 minutes sans prendre de but, il fallait qu'on soit très bien organisé. On a travaillé pendant 4 jours sur ce schéma de jeu. On savait que Busquets c'était la clé, mais Gavi et Pedri aussi, entre les lignes. On savait que c'était le jeu de l'Espagne. Nous attirer pour trouver entre les lignes, pour qu'ils se retournent derrière et créer des décalages et ils ont cette qualité. À partir du moment où nos milieux de terrain, ils ont beaucoup travaillé avec l'attaquant en fermant les angles de passe, il fallait juste savoir à combien de temps on pouvait tenir. Et franchement, aujourd'hui, mon milieu de terrain et mes attaquants, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire.
Extraordinaire et bravo encore à Walid Regragui et à ses hommes. Une stat en plus, Mathieu, c'est que le Maroc, c'est tout simplement la meilleure défense de cette Coupe du Monde. Un seul but encaissé et en plus c'était un CSC, un contre son camp. Franchement, le Maroc, c'est fou quoi. On n'imaginait pas une équipe du Maroc à ce stade en fait. C'est très très solide. Et un homme qui est très très solide aussi, c'est le gardien de cette équipe, le gardien du FC Séville, Yacine Bounou, qui a multiplié les parades et surtout qui a arrêté 3 pénaltys espagnols. C'est pas rien dans une Coupe du Monde. On avait l'impression qu'il est rentré dans le cerveau des Espagnols, c'est fou. Il était sur tous les ballons, même je crois qu'il y a un penalty qui est sur le poteau, il était aussi dessus. Donc il a impressionné sur ce match. Ouais, 3 pénaltys d'affilée, c'est quand même pas mal. Et puis comme un symbole, c'est Achraf Hakimi, qui est né en Espagne, qui a grandi, qui a été au centre de formation du Real Madrid. C'est lui qui finalement condamne les Espagnols avec cette magnifique Panenka. Un sacré Panenka, on a tous aimé, ça nous a fait penser à pas mal de joueurs. Moi j'ai tout de suite pensé à Zidane. Avoir le courage de faire ce genre de geste quand on est le dernier tireur, c'est incroyable. Et oui, en plus on l'a vu juste après, il a célébré, il a fait une petite dédicace à Sergio Ramos en faisant une danse qu'ils font souvent au Paris Saint-Germain, petit hommage aux joueurs non sélectionnés. Bravo Achraf, franchement, il est là, on est content pour lui. Alors on a vu Yacine Bounou, il y avait Achraf Hakimi et Sofiane Amrabat qui a crevé l'écran. Match titanesque et j'ai vu sur les réseaux qu'apparemment le téléphone de son agent ne fait que de sonner. Il joue à la Fiorentina. Voilà, il joue en Italie, mais peut-être qu'il ira en Angleterre. Apparemment, quelques clubs anglais le veulent, Tottenham, Liverpool. Il nous a impressionnés. Et on aimerait bien le voir sur un plan un peu plus vu dans un championnat qui est très regardé. Et la Coupe du Monde, ça sert aussi à ça. On a un témoin, évidemment, pour parler du Maroc aujourd'hui. C'est Nassim Elkerf, journaliste à la SNRT News. Bonjour Nassim. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde, et j'espère que vous m'entendez bien. J'ai changé de place pour un souci de connexion, mais je pense que vous m'entendez mieux là. On vous entend bien, Nassim. Racontez-nous un petit peu cette soirée de folie au Maroc avec cet exploit des Lions de l'Atlas. Bah écoutez, je vous apprends rien, hein. C'était la folie. Comme tu peux l'imaginer, David, les Marocains avaient faim, les Marocains avaient faim de succès, surtout par rapport à ce qu'on a vécu, hein. On a vécu tellement de traumatismes, je parle de toutes les générations confondues depuis 1986, qu'on n'y croyait quasiment plus. Et chaque match, on dit que ça va nous retomber dessus. Et puis ça passe, ça repasse, et ça repasse. Donc vous imaginez les émotions. Tout le monde était content, du plus petit au plus grand. Je t'apprends rien. Sinon, l'ambiance, c'était quelque chose d'exceptionnel, hein, dans les cafés, dans les maisons, sur les toits, carrément. Les gens, ils étaient partout et prêts à donner de la voix pour continuer de rêver, parce que au final, c'est un doux rêve qu'on est en train de vivre aujourd'hui et on ne veut pas se réveiller. Même le roi a félicité Walid Regragui et ses hommes. C'est quand même pas rien au Maroc. Et il l'a félicité, il est directement sorti dans les rues pour fêter ce succès avec le peuple, en plein milieu de la foule, un bain de foule pour Sa Majesté avec le maillot du Maroc et le drapeau à la main. C'est quelque chose d'exceptionnel et d'inédit ce qu'on est en train de vivre. Donc, même le roi a à peine félicité qu'il est sorti dans les rues pour fêter ça avec le peuple marocain qui avait tellement besoin d'une telle joie, d'une joie si grande. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on est en train de vivre et c'est en partie grâce à Walid qui a su tirer le maximum de son groupe et tirer le maximum des efforts de la fédération aussi, parce que les efforts ont toujours été faits, mais les résultats suivaient pas. Là, il y en a plus de poteaux sortants que poteaux rentrants, donc contre nous. Donc c'est tant mieux. Je pense que la tendance est en train de s'inverser. Et puis on a déjà été première nation africaine à atteindre les huitièmes. Pourquoi pas la première nation à atteindre les demi? Alors justement, tu parlais de Walid Regragui. Avant lui, il y avait Vahid Halilhodžić. Est-ce que tout a changé entre la période Vahid et la période Walid? Tout a changé, non? Ça serait pas juste envers le monsieur qui était là avant, parce que je pense que l'ossature de cette équipe nationale, c'est lui qui l'avait trouvé. C'est lui qui avait déniché Léo Nahi pour le lancer dans le grand bain pendant une CAN. Je pense que Selim, lui aussi, c'était lui qui l'avait déniché et lui qui lui avait fait confiance en premier. Naïef a commencé à faire ses premiers pas avec lui. Qui d'autre? Je pense qu'à part Ziyech et Mazraoui qui n'étaient pas là pour les soucis qu'on connaît et pour l'histoire qu'on connaît.
Je pense que Vaïd est pour beaucoup dans ce succès-là. Walid aussi le dit. Le reste, je pense que Walid a trouvé la formule pour tirer le maximum, comme j'ai dit. Et à la proximité générationnelle, le mindset, la mentalité. Walid, c'est un MRE, comme la majorité des joueurs qui composent aujourd'hui l'équipe nationale. Je pense que seulement, on est à 11 sur 26 qui sont formés au pays. Le reste, c'est des MRE. Et je pense qu'il sait parler le langage, il sait trouver les mots, comme il a dit en conférence, hein, il a dit que pour lui, Ziyech, par exemple, pour ne citer que cet exemple, que c'était pas un joueur comme les autres, qu'il avait un besoin d'être chouchouté pour lui donner de l'amour pour qu'il te le rende sur le terrain. Je pense que c'est pas toutes les mentalités des sélectionneurs qui vont s'adapter à leurs joueurs pour en tirer le maximum. Walid a su le faire, pardon, en restant en restant focus sur son objectif et en restant focus sur le terrain aussi, parce que c'est un sélectionneur très réactif. Il est prêt à changer selon le match. Il campe pas sur ses positions ni ses idées à tort des fois, comme on connaît. Des fois, les entraîneurs ils s'entêtent à garder à garder leurs joueurs fétiches, etc. Lui, il s'adapte. Il sait faire des changements quand il le faut. Pour l'instant, on n'a pas été dans la position où il faut renverser le match pour le gagner, pour voir comment il s'adapte clairement. Mais on a toujours été en position de force où on gère notre match, que ce soit en défendant bien, en restant bien en restant bien en ligne, comme ce qu'on a fait contre l'Espagne, ou quand il faut attaquer contre le Canada. Pour l'instant, on n'a pas été dans la position où il faut renverser un match. Mais croyez-moi que s'il faut le faire, on va même voir des joueurs qu'on n'a toujours pas vus pendant cette Coupe du Monde. Merci beaucoup Nassim Elker, c'était très Merci, complet et très intéressant. On va dire Dima Maghrib. C'est comme ça Dima qu'on dit. Maghreb et rendez-vous en finale. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup Nassim. Mathieu, Ciao. on va revenir à l'adversaire des Marocains en quart de finale. C'est demain à 16h, heure de Paris. Le Portugal, champion d'Europe en 2016, le champion d'Europe 2016 qui a étrié la Suisse 6-1. C'est quand même pas commun en huitième de finale de Coupe du Monde. En huitième de finale de Coupe du Monde et sans son leader et capitaine Ronaldo. Il faut savoir que le coach Santos a décidé de ne pas titulariser Ronaldo, je pense que tout le monde l'a vu, et tout le monde a vu la différence. 6 buts, les joueurs avaient l'air d'être... Ça veut dire que vous êtes en train d'essayer de nous faire croire que l'équipe joue mieux sans Ronaldo ? Je crois que tout est clair. Je crois que les joueurs avaient l'air complètement libérés, ça jouait bien ensemble. On a compris l'importance du poste de Bruno Fernandes, ce numéro 10, mais qui joue un peu sur le côté, avec ce pied en or. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Portugal contre la Suisse. Après, je pense qu'il faut quand même utiliser Ronaldo. Il a encore des capacités. Je pense que le faire rentrer dans un quart de finale en fin de match, c'est une bonne chose. Il y a quand même un joueur qui est sorti, qui a crevé l'écran, comme on dit. C'est Gonzalo Ramos, le joueur du Benfica. Triplé, et c'était le remplaçant de Ronaldo. Il y a une passation aussi générationnelle, une passation de pouvoir peut-être. Peut-être qu'ils ont trouvé leur nouveau numéro 9, celui qui remplacera Ronaldo. Je ne sais pas si Ronaldo compte quitter la sélection rapidement, mais en tout cas... C'est peut-être la sélection qui va le quitter. Peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, le premier but de Gonzalo Ramos... tout le monde a été tout de suite séduit et puis mettre 2 buts après, c'était incroyable. Et une passe décisive aussi. Dans un match coup près à la Coupe du Monde, ce n'est pas rien pour ce jeune joueur 21 ans. Qu'est-ce qui va se passer pour Ronaldo ? On rappelle, 5 ballons d'or, c'est quand même pas rien, des Ligues des Champions à foison, un titre de champion d'Europe, c'est le crépuscule pour lui. Oui, c'est peut-être. J'ai l'impression que c'est peut-être une page qui se tourne pour la sélection portugaise avec Ronaldo. Je pense que Ronaldo sait très bien qu'il y a une très belle génération qui est là et qui va prendre le relais. Pardon. Joao Félix, Bruno Fernandes, Gonzalo Ramos, Vitinha. Même devant, on a Diogo Jota qui est blessé, mais qui est vraiment un super bon joueur. Job, ouais. Voilà, totalement. Je pense que je vois bien Ronaldo annoncer une retraite internationale après ce mondial. Les dernières infos de la tanière des Lions de l'Atlas, on s'inquiète évidemment pour Naïef Aguerd. On est à la veille de la rencontre. On ne sait pas trop s'il va jouer, s'il ne va pas jouer. Quelles sont vos informations ? Ça va être dur pour qu'il joue et c'est dommage parce Toujours que... aux ischios, on rappelle. Toujours les ischios et c'est dommage parce que, pour rappeler, il joue à West Ham mais il a très peu joué. Je crois qu'il a fait qu'un match ou deux et c'était en Europa League ou en Conference League. C'est dommage pour lui, c'est un défenseur extrêmement complet et combatif. La charnière qu'il est avec Romain Saïs, elle est vraiment solide.
Ça va être... On verra on ce que verra, va faire on verra, effectivement. Walid Regragui. En tout cas, Naïf Aguerd, c'est vrai que c'est un peu le symbole de cette force de l'équipe marocaine qui, on vous le rappelle, n'a encaissé qu'un but contre son camp. Cette équipe de l'Espagne, cette équipe du Maroc qui a donc éliminé l'Espagne, avant a fait match nul avec la Croatie, a battu la Belgique. Là, il y a un adversaire de taille, le Portugal, on vient d'en parler. Est-ce que Mathieu, vous avez le sentiment que cette équipe peut le faire, être la première équipe africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde? Vu la prestation contre l'Espagne, si les joueurs arrivent à doubler d'efforts comme ils l'ont fait, je pense que le Maroc peut le faire clairement. Il faudra marquer les buts parce qu'on ne peut pas toujours passer au pénalty, quoique. S'ils se qualifient, ce qui serait un autre exploit, en demi-finale, ils affronteront le champion du monde français. On espère, ce serait une super belle rencontre. Je pense que les Français vont se qualifier facilement contre l'Angleterre. Il ne devrait pas y avoir de problème, je pense. Et j'espère qu'on aura une belle affiche France-Maroc, ça serait génial. Avant de parler des autres quarts de finale qui commencent aujourd'hui, on décrypte l'image de la semaine. Et pour en parler, j'accueille Bruno Aoyo. Bonjour Bruno. Bonjour David, bonjour à toutes et à tous. Bon, cette séquence, elle a créé une véritable onde de choc sur les réseaux sociaux. Oui, et pour cause, évidemment, c'est le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, donc on peut comprendre tout cet émoi, même si, bon, c'est toujours un peu dommage. Dommage, c'est-à-dire, quel est votre point de vue sur cette affaire? On rappelle, donc le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, est harcelé verbalement par un blogueur algérien, c'est ça le contexte, l'histoire, et derrière il réagit d'une manière qu'on ne peut pas trop accepter quand on est président de la FECAFOOT ou même légende du football ou même humain lambda. Il a réagi de manière émotive, mais je trouve que voilà, cet Algérie-Cameroun du 29 mars 2022 à Blida génère énormément d'émoi, draine énormément d'émotions, de frustration, et c'est dommage, il n'y a pas besoin d'en arriver là. Parce que l'Algérie s'est pas qualifiée, c'est pas très grave. Qu'est-ce que lui a dit ce blogueur algérien? Bah, on sait pas trop, sûrement des véhémences, des insultes. Que le Cameroun avait acheté le match de Blida, le match de barrage. Voilà, ce qui n'est pas vrai en plus, donc... tout ça ne sert à rien, ça ne sert ni le blogueur, ni Samuel Eto'o, ni la Fédération camerounaise de football, ni la Confédération africaine de football, le football africain, ça ne sert personne. Donc c'est dommage de continuer à parler de ça alors que c'est un mini-match dans l'histoire du foot. Ce match ne vaut pas grand-chose. On en parle parce que c'est une image qui a énormément buzzé sur les réseaux sociaux et parce que Samuel Eto'o est non seulement, vous l'avez dit, président de la FECAFOOT, mais c'est aussi une légende du football. Oui, c'est sûr. Ben, c'est surtout. Si on imagine un Zinedine Zidane se comporter comme ça aux abords d'un stade, c'est un problème. Bah, Zinedine Zidane, oui, peut-être. Mais il n'y a pas, en fait, il y a aussi une question de ne pas de respecter les gens. Il n'y a pas à aller chercher Samuel Eto'o comme ça, après un match, sur des choses, sur des allégations, Vous avez des l'impression que c'est un guet-apens ? Guet-apens, je sais pas, mais bon, ça servait à rien. Il y avait pas besoin, il y a plus besoin de parler de ce match. En fait, c'est terminé. Écoutez, il y a des archives, il y a des résumés YouTube, tout ça. On en parle encore et ça fait encore parler. Dans l'histoire du foot, ça tient comme ça, ce match. Donc oui, mais il n'y a pas à en parler en fait. L'Algérie, c'est dommage, sur une Coupe du Monde arabe, serait allé très loin, selon moi, au moins aussi loin que le Maroc. Le Cameroun a marqué sur un but, sur un cafouillage à 10 secondes de la fin. C'est terminé, ça arrive à toutes les équipes. En tout cas, voilà. Bruno Samuel Eto'o, il s'est excusé, notamment sur les réseaux, et il le dit lui-même, il n'a pas eu la bonne attitude. Et même si derrière, il interpelle les dirigeants de la fédération de la FAF, de la Fédération algérienne de football, c'est un mea culpa de Samuel Eto'o. Bah, c'est normal qu'il s'excuse parce qu'il représente beaucoup de choses. Il représente déjà son employeur, la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o, c'est un monument absolu du football africain, 118 sélections, 56 buts, certainement le plus grand joueur de l'histoire du football africain.
Donc c'est normal qu'il s'excuse. Après, il n'y avait pas à aller le chercher. Il faudrait passer à autre chose. Ça ne sert à rien. C'est inutile, superflu, tous les adjectifs synonymes que vous voulez. C'est absolument regrettable. C'était le point de vue de Bruno Aoyo. On va parler d'autre chose. On va reparler de football avec ces quarts de finale qui commencent aujourd'hui. Le programme, il est assez alléchant, mon cher Bruno, avec Croatie, Brésil, Pays-Bas, Argentine. Ça, c'est aujourd'hui, vendredi. Et puis demain, Maroc, Portugal, France, Angleterre. Qui est le favori ? Alors oui, mais C'est il y difficile, a comme plusieurs question. favoris. Il y a la France, il y a le Brésil. Moi, je dirais la France, le Brésil. Alors justement, Sont- le Brésil qui sont va des équipes. affronter la Croatie avec Neymar, hein, qu'on a revu cette semaine avec plaisir. Oui, et qui a été très bon dans ce match face au guerrier Taïgouk de la Corée du Sud. Il a vraiment été très bon dans ses choix de passe, sur ses pénaltys aussi, qui sont toujours frappés avec une précision incroyable dans les feintes de corps, etc. Il y a la danse Ah. qui a fait polémique là sur les quelques buts qui ont marqué, notamment celle de Paqueta. Il en a peut-être Ouais. un petit peu rajouté. Oui. Il y a Tite aussi, le sélectionneur. Ouais, oui, mais ça frustre toujours les gens. C'est les Brésiliens, c'est comme ça. Ils ont besoin d'extérioriser la pression parce que quand vous êtes joueur de foot international brésilien, vous avez beaucoup de pression. C'est normal qu'ils dansent. Ils dansent, ils perdront comme ça. Ils ont perdu pour d'autres raisons dans le passé, pour plein de raisons. C'est le Brésil, ils assument leur façon d'être et ils sont très bons depuis le début de la compétition, sauf peut-être ce match contre la Suisse. Mais sinon, c'est une superbe équipe et ils ont bien raison de se faire plaisir. Pays-Bas-Argentine avec Lionel Messi face à Memphis Depay et Cody Gakpo, le joueur dont on parle beaucoup. Pays-Bas ou Argentine ? Moi, je dirais plutôt l'Argentine parce que Messi, avec cette liberté-là et des joueurs qui font les appels pour lui, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, etc., je pense que l'Argentine peut faire un gros coup, mais à surveiller quand même Cody Gakpo, le joueur d'origine togolaise et ghanéenne des Pays-Bas, vraie révélation de cette Coupe du Monde, le joueur du PSV Eindhoven. On a parlé de Maroc-Portugal, il reste le crunch. France-Angleterre. Alors, L'équipe de France, je dirais, est favorite. Il faut championne savoir, du monde, on le rappelle. absolument, et vainqueur de la Ligue des Nations qu'elle est allée chercher quand même en battant le Portugal, la Belgique et l'Espagne. Donc ça, c'est aussi un exploit à mettre au crédit de cette équipe-là. L'équipe de France, il faut savoir que dans une grande compétition Euro ou Coupe du Monde, à chaque fois que Kylian Mbappé a commencé un match, l'équipe de France n'a jamais perdu. Donc, C'est de la stat. Voilà. Donc franchement, l'équipe de France avec Kylian Mbappé est favorite. Cette équipe d'Angleterre, les Three Lions, ils ont tendance à parfois un peu déjouer quand ils ne trouvent pas la solution. Et oui, ils ont préparé les choses, etc. Kyle Walker face à Kylian Mbappé, bla bla bla. Alors que Mbappé, c'est un joueur de grand talent. Kyle Walker n'est pas au top de sa condition physique. En plus, l'équipe de France a beaucoup d'autres joueurs, parce qu'on parle beaucoup de ce duel-là, mais Griezmann, dans sa capacité à décrocher et à être juste dans la dernière passe. Théo Hernandez qui va dédoubler avec Kylian Mbappé sur le côté. Ousmane Dembélé avec ses arabesques sur le côté droit. L'équipe de France est quand même favorite, même si l'Angleterre marque énormément de buts. Allez, merci beaucoup Bruno. Vous savez tout sur ces quarts de finale. On vous rappelle à suivre évidemment ce match entre le Maroc et le Portugal. Le Maroc, dernier rescapé africain. Le Maroc qui va donc tenter de devenir le premier pays africain à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Merci Bruno. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Profitez bien de ces quarts de finale. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des demi-finales et de la finale. Ciao.